Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant, mais si peut-être on peut écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Une fois n'est pas coutume, eh bien c'est actualité internationale là, n'a pas analysé, je dis, yon actualité la guerre avec bombardement russe qui commençait depuis 24 février sous Ukraine dans Europe de l'Est, plusieurs centaines morts et blessés, 1 million réfugiés dans une semaine, vote condamnation dans les Nations Unies, sanctions bloc occidental là contre la Russie, président Vladimir Poutine dit les pape fait bac la défense sans garder sécurité pays qui fondement réel guerre ça. C'est ça on a regardé avec James Boyard, enseignant chercheur en relations internationales. Il écrit en 2020 un livre qui relaie les grands débats et défis du nouveau système international. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Professeur Boyard, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonsoir Alter Radio, merci pour l'invitation. Pour qui ça, après toute pression que la Russie baille depuis fin 2021, et ils ont obligé de passer à l'acte le 24 février? Bon, écoutez, il faut nous comprendre dans quelle situation que la Russie retrouve le tout par rapport à cette perspective d'élargissement de l'OTAN un peu plus vers l'Est à partir de l'intégration de l'Ukraine et au sein de l'OTAN. Parce qu'il faut nous rappeler que l'OTAN, il y a 30 ans, est situé à 1200-1300 km des frontières de la Russie. Et aujourd'hui, l'OTAN situé seulement à 100 km de la Russie. Donc, ce qui fait que la présence de l'OTAN aussi proche des frontières de la Russie constituait ça que spécialistes en relations internationales, notamment en études de sécurité internationale, relaient un dilemme de sécurité. On nous retourne sur dilemme de sécurité avec une petite précision juste avant de continuer. C'est sous l'OTAN lui-même. C'est l'organisation du traité Atlantique Nord. 10 auditeurs, auditrices, un petit mot sur lui, s'il vous plaît. Mais justement, organisation, il y aurait les OTAN. C'est une organisation que les États-Unis et quelques alliés des États-Unis pendant la guerre froide s'est créée à partir de 1949. Eh bien, objectif organisation, c'était pour assurer la défense collective, à ne pas confondre avec la sécurité collective. C'était assurer la défense collective des États membres de l'OTAN et par rapport à ça a été considéré comme étant leur ennemi de l'époque, qui était l'Union soviétique. Donc, comme l'Union soviétique s'est présentée tête-li, et au même dans yeux priorité, l'Union soviétique, c'était l'ennemi identitaire, eh bien, l'Union soviétique, dont une partie du territoire se trouve en Europe, donc c'est un ennemi qui pourrait menacer la sécurité de l'Europe. Donc, la majorité, pour ne pas dire l'ensemble des États de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord qui constituaient le monde occidental avec les États-Unis, eh bien, ils ont été créés justement l'OTAN, qui c'est une alliance de défense commune vis-à-vis de cet ennemi qui est l'Union soviétique.
à l'époque, au temps de la guerre froide. Oui. Et alors, on t'a parlé de dilemme de sécurité, ou qu'a développé plus sur lui? Alors, ça dilemme de sécurité allié, eh bien, son dynamique, parce que pas oublier que première préoccupation au pays, au plan international, reste la préoccupation sécuritaire. Donc, tout pays, yo voulait puis yo garantit sécurité tête yo. Et puis yo garantit sécurité tête yo, le plus souvent yo connaît entre l'on dynamique pour yo soit regrouper yo avec d'autres pays dans le cadre ça les alliances stratégiques, ou bien soit yo recourir à ça la course aux armements puis yo acquérir de nouvelles armes. Eh bien, des fois dynamique ça qui destiné de bonne foi à sécuriser leurs frontières, leur territoire, eh bien, il mal interprété l'enjeu et pays rivaux, parce que pas de communication. Le fait que le mal interprété, dynamique ou bien action qu'on prend pour sécuriser, peut-être pas où, mettez et créer une situation de sécurité et en soi. Eh bien, c'est ça qui passait avec la dynamique d'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Le fait pour l'OTAN de vouloir s'élargir vers l'Est, pour être capable d'optimiser la sécurité des États de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe et du Nord, de l'Europe occidentale, eh bien, ça a créé un dilemme de sécurité ça a créé un dilemme de sécurité qui fait que le fait que l'OTAN est aussi proche des frontières de la Russie, à partir de l'Ukraine, eh bien, la Russie considère l'Ukraine comme son espace vital. Donc, ce qui fait que la Russie est obligée d'intervenir parce que les sentit peut-être que les menacés par l'OTAN, qui est toujours considérée par la Russie comme une organisation ennemie. Oui. Alors, donc, vous dites obligé d'intervenir, c'est mon raison valable. Alors, je n'ai pas parlé du point de vue de la Russie. Je n'ai pas parlé du point de vue de la Russie parce que, pas bien, jusqu'à présent, c'est explication ça, c'est argument ça que Poutine utilisait pour légitimer ou du moins pour expliquer nécessité pour lutter et rentrer et procéder à parler des opérations militaires. Parce que jusqu'à présent, Poutine pas accepté ni invasion ni guerre. Et alors justement, en entrée l'argument ça, raison ou bien déraison côté russe? Écoutez, du point de vue, parce que pas oublier que explication de situation ça n'est le conflit ukrainien et nous capables de fonder sur deux éléments. Premier élément, c'est ça n'est le dilemme de sécurité qui prend souci dans la géopolitique. D'accord? Mais deuxième élément explicatif nous capables d'utiliser tout, c'est ça n'est la crise de transition hégémonique. Pour ça que alors c'est deuxième explication ça à travers la crise de transition hégémonique, nous tendez moins ou du moins nous pas attendre du tout l'explication que spécialistes étrangers ou bien spécialistes haïtiens qui ont intervenu sous question, nous pas presque attendre parce que c'est le plus souvent spécialistes ça leur a intervenu pour expliquer la guerre en Ukraine. Yo seulement limité tête yo à une analyse au premier degré. Faut qu'on capable aller plus loin que explication élargissement de l'OTAN vers l'Est là et que yo utilisé le plus souvent pour expliquer ou bien pour légitimer la guerre en Ukraine du point de vue de la Russie. Faut aller plus loin que ça parce que pour moi explication ça sont explications réductionnistes, sont explications simplistes. Les vrais facteurs explicatifs de ce conflit résident dans l'autre dynamique plutôt que dans la dynamique dilemme de sécurité. Il réside dans la dynamique que nous relève la crise de transition hégémonique. Alors, nous avons que puis devant nous été plus sous transition hégémonique ça, mais juste avant, même j'en ai fait pour la Russie, on nous fait pour l'Ukraine tout. Pendant un bon valeur semaine là, t'as une pression sous Ukraine. Est-ce que son choix pour quitter intervention en fait ou bien est-ce que tu as gagné une possibilité pour te négocier avant de telle sorte que ne pas arriver là? Écoutez, moi-même je pensais que Ukrainiens ont trompé de volonté ou de capacité de l'OTAN pour te rentrer dans la guerre directement et face à la Russie. Bon, c'est que c'est élément ça qui trompait et
politique ou bien stratégie des autorités ukrainiennes dans le cadre de cette perspective de l'Ukraine de vouloir intégrer l'OTAN. Donc ça on veut dire par là que au niveau de l'Ukraine, une hypothèse c'était que tu pensais que l'OTAN t'apprend venir sous terrain directement? Écoutez, relation entre la Russie et l'Ukraine, c'est une relation qui existait depuis fort longtemps et on a remonté même à l'époque médiévale pour parler de relations entre deux communautés. C'est vrai que l'Ukraine est toujours sujet à un destin d'asservissement vis-à-vis de la Russie, parce que même dans l'époque médiévale, une bonne partie de l'Ukraine était dominée par la Russie. Et l'Ukraine prend indépendance vis-à-vis de la Russie, une première indépendance à partir de 1918, et c'est une courte indépendance parce que l'Ukraine perdu à la faveur de la révolution bolchevique à partir de 1921-1922. Eh bien, la Russie, ou du moins l'Union soviétique de l'époque, va réintégrer l'Ukraine au sein de la fédération. Et puis l'Ukraine va bénéficier d'une deuxième indépendance à partir de l'effondrement du bloc soviétique, de la fédération de soviétique en 1991. Maintenant, pendant toute la période de la guerre froide, l'Ukraine était considérée comme étant la deuxième plus grande république de l'Union soviétique. Parce que la première république était la Russie. Donc l'Ukraine, derrière la Russie, c'était la république la mieux militarisée. Au point que c'est sous territoire ukrainien, aux soviétiques, t'es installé un ensemble de capacités militaires, un ensemble d'arsenaux, et même n'a parlé de bases et de centrales nucléaires, d'applications militaires. Tchernobyl, par exemple. Tchernobyl y compris Tchernobyl. Mais Tchernobyl, comme nous connaissons, c'était pas le plus grand centrale nucléaire sur le territoire ukrainien. Plus grand centrale là, c'est centrale ça que militaire russes pour mettre du feu dans une partie là-dedans et avant hier soir. D'accord. Donc, ça me voulait insister et pour me voulait insister c'est pour me faire connaître que et relation entre deux communautés c'est toujours en dedans de si. D'autant plus que l'Ukraine, dans la démographie, il est constitué par 67% d'Ukrainiens et de 13% de Russes. Donc, il y a plusieurs côtés et plusieurs régions en Ukraine qui d'ascendance russe, mais dans la majorité, majorité population constituée par des Ukrainiens et par d'autres minorités. Donc, ce qui fait que c'est toujours une velléité bon côté ukrainien pour conserver l'identité pour être capable de prendre indépendance par rapport à la Russie et par rapport à tout ça qui a été subi la main soviétique. Pas oublier que à cause de mauvaises décisions, de mauvaises politiques de l'Union soviétique, l'Ukraine était subi une crise de famine qui était provoquée plus de 3 millions de morts sur le territoire ukrainien. Donc c'est autant, pas rappeler mes années exactement, mais ça me veut dire nous c'est autant d'éléments qui marquaient Ukrainiens, qui fait que Ukrainiens voulaient prendre distance par rapport à la Russie. Motif historique ça était à la base que yo choisi virer plutôt vers l'OTAN au lieu que yo été dans tradition de relation que yo te gagne avec la Russie. Tout à fait, n'a pas de motifs historiques pour ne parler d'une époque lointaine, mais on parle d'une époque qui est plus contemporaine également, parce que deux pays ont caractérisé par relation contemporaine entre deux pays, c'est caractérisé par un ensemble de litiges et de conflits. Si nous rappelons les crises gazières qui prennent naissance à partir de 2006, parce que pas oublier, même lorsque la Russie c'est l'équipe premier fournisseur de l'Europe en pétrole, mais infrastructure pétrolière, infrastructure de gaz, yo passé sur le territoire ukrainien. Donc c'est toujours un conflit sous montant des royalties que les Ukrainiens ont supposé bénéficier du fait que l'infrastructure c'est sous territoire le passé. Et puis on a considéré le conflit qui est né en 2004 à partir de la révolution orange. Pas oublier que révolution orange là, c'est un ensemble de manifestations qui sont venues suite à
au deuxième tour d'élection en Ukraine, côté que deuxième tour ça il était marqué par des fraudes massives, côté que c'était président qui était élu, c'est un président qui était pro-russe. Donc ce qui va donner naissance à un ensemble de manifestations forçant la Cour suprême ukrainienne à invalider ces élections. Maintenant, l'on va réorganiser l'élection, son président pro-occidental qui prend la maillette là. Et puis depuis là, la Russie pas d'accord, il est pas content parce que politique interne ou encore politique étrangère ukrainienne, non, il prend orienté vers l'Occident. Depuis là, où senti besoin pour Ukrainiens pour intégrer soit l'Union européenne ou bien pour intégrer l'OTAN. Et puis, si nous continuons avec point de friction entre deux pays, il faut nous rappeler nous de différents qui gagnent sous question Crimea. Non seulement sous question Crimea, mais sur le port de Sébastopol à partir de 2014. Vous comprenez? Et sans compter différents ou litiges maritimes que de pays qui opposaient de pays sur la mer d'Azov, qui c'est seul espace maritime qui donnait accès à la mer Noire. Donc vous voyez, c'est relations de pays caractérisées par un ensemble de points litigieux. Et c'est ça qui est capable d'expliquer pour Ukrainiens que meilleure façon pour optimiser la sécurité vis-à-vis de la puissance militaire russe pour intégrer l'OTAN. Est-ce que il y a des avantages économiques que vous avez au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'OTAN, c'est une alliance militaire, mais au niveau de l'Union européenne? Oh, écoutez, au niveau, il y a avantage, même lorsque l'OTAN c'est une alliance militaire, mais il y a un pendant économique et technologique tout à considérer. D'accord? Ce qui fait que pour l'Union européenne, c'est certain, avantage économique là énorme, parce que pas oublier que une particularité de l'Union européenne, c'est que ils ont un marché commun. Donc ce qui fait que depuis ou membli ou capable d'écouler produits sous marché européen sur le vaste marché de l'Union européenne sans que ou pas subir des droits de douane. Vous voyez? Donc ce qui fait que intérêt ou gagner pour un pays en Europe fait partie de l'Union européenne, intérêt est extrêmement important du point de vue économique, du point de vue commercial, sans compter l'autre intérêt qu'il y ait à la possibilité pour votre population d'accéder à ces territoires sans visa. Sans compter que vous pourrez bénéficier également des effets induits de la croissance et des États les plus développés en Europe. Pendant nous arriver en Europe, là, en tout garder communauté internationale là, m'dame connaît lecture que ou gagné de gens qui ont réagi dans la presse, il y a parlé de condamnation unanime et puis nous connaît que ces sanctions tout que ils mettaient devant pour faire Vladimir Poutine plier, mais en même temps, il y a quand même 35 pays sous à peu près 140 qui pas voulaient prendre voix ça, qui pas appuyer. Alors, comment ou capable lire pour nous réactions qui gagnent au niveau international sur ça qui a passé en Europe de l'Est? Déjà, il y a plusieurs éléments d'analyse à considérer. Premier élément d'analyse là, c'est que faut nous rappeler nous tout que quelques pays européens, notamment parmi puissances régionales européennes, ils ont engagé tête en perspective d'élection. Donc, ce qui fait que le gouvernement est obligé d'agir de manière plus prudente. Parce que il va rentrer dans le contexte d'élection, il ne peut pas faire aucune erreur qui peut être exploitée par le parti adverse dans les prochaines élections. Ça, c'est une première chose. Le cas de la France, par exemple. Ce qui peut expliquer justement la prudence de la France. Mais en dehors du contexte électoral, des enjeux électoraux, il faut nous conscient tout que pays européens, yo caractérisé, m'a parlé de l'Europe occidentale, constituée par l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord, et une partie de l'Europe du Sud, dont l'Italie, eh bien, yo plus caractérisé par des régimes de démocratie. Et là, un pays gouverné par un régime de démocratie, il est plus difficile pour lui. Je ne pas dire que c'est pas impossible, non, mais il est plus difficile pour lui rentrer dans une guerre face à un autre pays. Pour ça, parce que le fait que le pays est caractérisé par un régime de démocratie,
c'est pas la voix d'un seul homme, c'est-à-dire celui qui est le chef de l'État, celui qui est le chef de gouvernement, c'est pas la voix d'un seul homme qui compte, c'est la voix d'un ensemble d'institutions parallèles qui agit comme contre-pouvoir. C'est l'ensemble de ces voix qui comptent aussi. Donc, ce qui fait que lors d'un régime de démocratie, ça baille pays ça au plus franc à la négociation parce qu'ils ont rentré directement dans la logique de conflit. C'est ça qui est capable d'expliquer cette prudence-là, ou du moins cette intervention modérée des États européens dans le conflit en Ukraine. Sans compter que États européens également, ils ont mu parce que ça a relé la rationalité occidentale. Cette rationalité occidentale, eh bien, qui a gouverné, eh bien, fait comprendre que ils ont supposé qu'il y a une attitude prudente, dans le sens que la Russie n'est pas dirigée par un régime démocratique, la Russie est dirigée par un homme qui est Poutine, et cet homme qui est Poutine a un problème de personnalité, dans le sens que la personnalité de Poutine est caractérisée par un complexe de la performance. Donc, ce qui fait, ils sont capables de rejoindre moins la rationalité chez Poutine que chez les autres dirigeants dans le monde. Donc, le fait que Poutine est caractérisé par un complexe de la performance, ça va pousser Poutine a plus tendance pour l'y jouer et pour l'entrer dans la logique jusqu'au boutisme. Vous voyez? Donc, quitte à mettre en péril la survie même de l'humanité et même la survie de son propre peuple. Parce que, pas oublier que une caractéristique au régime dictatorial, c'est que il pas répondre à des desiderata population. Poutine pas rien à vous, il pas chercher et bien-être opinion publique et population li. C'est pas ça qui est élément fondamental pour Poutine, pour la Russie. Vous voyez? Ouais, mais n'a pas retourné sous aspect ça bon qui fait débat, mais ou parler de modération, impression qu'on moun gagné lors regarder communauté internationale là cap agir ou bien cap réagir, li plus paraît tant qu'on gagne pile précipitation. Et dans les sanctions. Oui, dans les déclarations tout, dans le discours que a Kembe, par exemple, c'est ministre français de l'économie qui a dit que nous pral font guerre économique avec Russie carrément. Et l'obliger ou retourner, par exemple, sous propos ça. Oui, parce que pas oublier que long contexte de conflit qui gagne autant de risques potentiels pour les généraliser tête en Europe, voire pour le mondialiser tête li, et il faut éviter de prononcer des discours à partir des mots, des choix de mots qui parviennent des effets performatifs pervers. Donc c'est peut-être ça qui fait que occidentaux conscients de ça, ils supposé plus prudent que on monde tant que Poutine, l'un choix mot que il a utilisé dans discours, dans rhétorique verbale yo. Moi d'accord à ça parce que soit parler de guerre économique, l'autre la puissance rivale en face capable de la guerre économique peut se transformer en une guerre totale, en une guerre militaire et il a bien raison. Par contre, ce qui est fondamental, c'est que l'Europe, comme c'est le cas pour les États-Unis pour le moment, il n'y a pas qu'à prendre l'autre action que les sanctions économiques. Mais vous dites que sanctions économiques ne peuvent pas marcher avec la Russie. C'est la seule alternative à l'entrée à un conflit direct entre la Russie et le monde occidental. La seule alternative reste les sanctions économiques. C'est certain, il y a des sanctions économiques qui capables de faire plus mal à la Russie que d'autres. Même genre, il y a une sanction économique qui est capable de faire mal aussi bien à l'Europe, aux États-Unis qu'à la Russie. Donc, on y a assez l'analyse, il y a connaît qui sanction économique et qui degré de sanction économique que est capable de prendre contre la Russie. Même si à certains points de vue, il même capable de souffrir de conséquences là, mais dès lors que la population est prête pour subir et ont un ensemble de conséquences, eh bien, et il est capable d'adopter un ensemble de sanctions qui est capable de faire plus de tort à la Russie. Mais bon, il est capable de pousser en faveur de négociations. Oui, mais les portes de la négociation sont toujours ouvertes. Et c'est ce rôle ça que la France a joué qui est extrêmement intéressant. Même lorsqu'on voit des secteurs qui critiquent, moi je trouve que non seulement la France pas qu'à jouer l'autre rôle que ce rôle de médiateur, mais ce rôle de médiateur est extrêmement important dans le contexte actuel. Parce que ça n'a pas assisté. Et nous qui discours
le premier ministre britannique te gagné dès le début de l'invasion. Donc, ce qui fait que un discours aussi rigide, ou pas qu'à compter sur la Grande-Bretagne pour jouer rôle médiateur. Donc, n'a pas si c'est une stratégie que tout le monde, en plus le monde connaît, la stratégie de bon flic, mauvais flic. Vous comprenez? Donc, la stratégie de mauvais flic, en fait, du flic méchant, c'est lui les États-Unis à jouer. Les États-Unis montraient que lui-même, il pas jouer, il pas deal avec la Russie. Mais pendant pas deal à la Russie, il faut quitter les portes ouvertes à la négociation, et seul monde qui est capable de jouer ça, c'est le bon flic qui est représenté par la France. Mais tout ça, c'est en apparence, parce que quand même, jusqu'à présent, dans toutes sanctions, il y a eux, il me tendait, il y a quelques experts qui soulignaient ça, que par exemple, si la Russie a toujours été ouvert pour les États-Unis, par exemple, pendant que l'Europe, avec sanctions liées, l'arrivée long moment côté, il est obligé de fermer si elle russe la pour lui. Bon, pas connaître qui degré application sanctions, mais sauf que moi connais que du point de vue commercial, du point de vue économique, la Russie représentée la Russie c'est seul pas même représentée à 8% dans le commerce international avec les États-Unis. Donc, ce qui fait que la Russie n'est pas un partenaire commercial privilégié et des États-Unis. La Russie également, même lorsque Mounio dit que sanction ça va profitable et pas toucher la Russie parce que la Russie c'est plus avec la Chine qui fait appel. Là encore, Mounio mal comprendre statistiques au niveau des relations économiques internationales. Parce que le premier partenaire économique et commercial de la Russie, c'est pas la Chine, c'est l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne qui prend sanction ça. Donc sanction ça va faire du tort quand même à la Russie. Ouais. Maintenant, et au-delà de ça, juste avant nous prendre pause là et brièvement, m'aimerais que nous étendre lecture puisque bon nous parler de l'Europe, les États-Unis et avec le Canada, etc. Mais il y a d'autres pays tout. Et nous t'as dit ça, il y a un pays qui pas marché, même si il y a à peu près 5 ou 6 qui votaient contre et sanctions, mais il y a une trentaine qui pas prononcé véritablement, qui pas nécessairement aller dans le sens l'Occident. Donc ça fait 35. Maintenant, ou gagne l'Afrique, ou gagne l'Amérique latine, est-ce qu'il faut regarder une réaction en bloc de région Sahel par rapport à ce qui a passé en Europe de l'Est là? Bon, le contexte actuel là, nous pas qu'à où elle constate de manière globale, parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres paramètres à considérer qui a expliqué la position d'abstention d'un groupe d'États par rapport à la position d'abstention de notre groupe d'États. Bon, de manière globale, l'abstention exprimait une logique de non-alignement. Ce qui fait que non seulement l'abstention capable d'exprimer une logique de non-alignement face à la politique étrangère occidentale ou face à la politique étrangère des Russes, mais l'abstention qui a exprimé également une position de prudence par rapport au conflit. De même également, pour certains pays, notamment des pays de l'Afrique subsaharienne, que vous pensez que c'est 14 là dans eux qui fait abstention, eh bien, pas oublier que le moment que vous fait abstention, c'est le moment que en pile l'image qui a circulé dans les médias internationaux qui viennent joindre eux-mêmes, montrer que façon que ils ont maltraité et ressortissants noirs, ressortissants africains qui dans zone. Donc peut-être que c'est en riposte, c'est en représailles à façon que pays qui associés à Ukraine traité ressortissants africains que yo prend position abstention ça. C'est autant d'éléments qui a expliqué abstention. Mais le niveau ça c'est pas abstention ça qui est vraiment fondamental. Abstention qui est plus fondamentale là, c'est abstention d'un pays tant que Cuba, abstention d'un pays tant que la Chine. C'est abstention ça qui supposé analyser pour qu'à comprendre sens ligne et signification. Tichèze Bar. Eh bien, sous ça, professeur Boya, on a pris une petite pause, on a retourné tout à l'heure. Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui nomme courant avec nous. Jeudi, professeur James Boyard, enseignant-chercheur en relations internationales et avec lui, n'a analysé crise qui gagne Kounia en Europe de l'Est, en particulier donc conflit russo-ukrainien qui paraît avec intervention la Russie dans pays Ukraine qui voisini. Alors, t'as l'heure où t'es fait un chapitre historique très important, professeur Boyard, même d'arrêt nous retourner dans un moment particulier dans l'histoire là, parce que il dit que la Russie arrivait là à cause d'une promesse non tenue, chute du mur de Berlin. T'es une promesse qui était faite que l'OTAN patapral avancer tout près frontière et la Russie comme ça. Pour la Russie, l'Ukraine t'est supposé un pays qui neutre. Promesse non tenue, ça, est-ce que l'est valable pour expliquer ça qui a passé jeudi? Oui, son élément d'explication, surtout que nous avons remonté au-delà de 1991 également pour capable retracer et problème non, parce que pas oublier que les n'a parlé de février 1945 et n'a parlé de qui ça n'a parlé de la conférence de Yalta, c'est-à-dire 7 mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les représentants des trois grandes puissances de l'époque, Union soviétique, Grande-Bretagne et États-Unis, étaient retrouvés à Yalta, puis ont adopté, puis ont défini une stratégie pour précipiter la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais également pour élaborer ou pour adopter un ensemble de principes qui vont régir le futur système international. Et parmi les principes qui ont été adoptés, il y a le principe de la délimitation de la planète en zone d'influence. Ce qui fait que depuis lors, l'idée de délimiter les régions en zone d'influence en fonction de la puissance régionale de la zone, eh bien, l'idée était consacrée déjà par la conférence de Yalta. Et c'est pour ça qui fait que une première puissance qui pourrait violer le principe de le respect des zones d'influence, c'est pour l'Union soviétique, côté l'Elbraltan en 1962, et bien poster des armes, des missiles à Cuba, d'où la crise des missiles. Nous voyons que en raison de cette présence et de l'Union soviétique aussi proche des frontières des États-Unis, nous voyons comment les États-Unis ont réagi. Donc, c'est un peu pareil pour la Russie également, et elle considérait que l'OTAN représentait une organisation ennemie qui parle aussi proche de ses frontières. C'est vrai, à partir de 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est une négociation, et c'est même pas une négociation bilatérale entre les États-Unis et Gorbatchev, c'était une négociation plurilatérale parce que il y a plusieurs représentants européens et qui étaient fait partie de négociations ça tout, qui étaient admettre le principe du non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et en retour de ça, en échange, qui ça, la Russie de l'époque a accepté Bayo, d'après vous, eh bien c'était la Russie a accepté et Bayo en retour, eh bien l'unification de l'Allemagne. Parce que même lorsque le mur de Berlin était tombé en 1989, et l'Allemagne et la Russie était toujours postée sous territoire russe, là, plus de 400 000 militaires russes. Donc ce qui fait qu'on va assister au retrait des militaires russes à partir de garanties ça que Occidentaux ont bail et la Russie de l'époque que il ne pas entrer dans la logique d'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Mais à partir du milieu des années 2000, ça nous assistait à l'intégration d'abord des pays baltes, des trois pays baltes, non seulement au sein de l'Union européenne, mais au sein de l'OTAN. Et depuis lors, question pour la Géorgie
intégrer l'OTAN, question pour Ukraine, intégrer l'OTAN, et c'est commencé à évoquer. Et nous comprenons. Donc, ce qui fait que la Russie vient nous retrouver en position pour lui engager un ensemble de dynamiques et pour lui ingérer tête l'orientation politique intérieure pays ça yo, pour au moins l'assurer que pays ça yo gagne des gouvernements qui pas pour occidentaux, qui prêter pour Russes de manière à empêcher cette intégration. Et c'est ça qui va l'expliquer tout problème que la Russie va gagner avec la Géorgie jusqu'à ce que la Géorgie perdu l'Ossétie du Sud. C'est ça qui va l'expliquer ce problème et la Russie va gagner avec l'autre pays qui était considéré comme étant des anciennes républiques de l'Union soviétique. Côté lui pas capable de changer d'avis, et bien lui mettre dans une situation pour lui affaiblir ou comprendre pour lui menacer de manière constante. Donc à la base l'Occident pas respecté promesse, il pas respecté Mol. Oui, à la base l'Occident pas respecté promesse, il pas respecté Mol. Mais cependant, si n'a considéré ce conflit, si n'a pas analysé le conflit ukrainien du point de vue juridique aussi, du point de vue du droit international, eh bien le tort, la responsabilité de ce conflit, celui qui est en tort pas devant le droit international était la Russie. Pour ça, parce que il y a un ensemble de grands principes du droit international que la Russie violait. Et les n'a énuméré les principes, nous ne doit pas même gagner assez de temps pour énumérer les principes, nous n'a énuméré quelques-uns, par exemple le principe du respect de la souveraineté d'un pays, la Russie violait, le principe du respect de l'intégrité territoriale d'un pays, la Russie violait, le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'un pays, la Russie pas qu'à décider que c'est lui qui pour dire ukrainien yo qui orientation puis faire dans politique étrangère yo. Donc chaque pays gagne et jouit de l'autodétermination. La Russie violait le principe du non-recours à la force armée dans les relations internationales. Sans compter que le fait d'agression militaire en lui-même seul, eh bien, c'est une violation des droits humanitaires, du droit de la guerre. Bien que, dans le discours Poutine, il dit comme ça que, habitants de l'Est, dans Donbass, yo t'ai fait appel à la Russie parce que y a subi depuis des années et que le gouvernement ukrainien a bombardé yo maltraité yo parce que yo même yo voulait séparer de l'Ukraine. Oui, évidemment, c'est argument que la Russie a présenté parce que argument ça aurait politique juridique extérieure. C'est des arguments que la Russie fabrique et élaboré pour le capable et justifier un comportement qui est naturellement jugé illicite dans le droit international. C'est ça la politique juridique extérieure. C'est pas oublier que c'est même dynamique là que américain t'est fait pour justifier intervention le tout et la guerre contre Saddam Hussein. Et il était utilisé d'autres arguments, mais c'est toujours dans la logique de construire une politique juridique extérieure. Cependant, mais malheureusement, ça là aussi, argument ça au Pakembe devant les principes fondamentaux du droit international. Parce qu'on peut oublier que le droit international, il existe une hiérarchie au sein du droit international. Il y a des règles qui sont considérées comme étant les règles les plus impératives et auquel cas ces règles composent ce qu'on appelle la supralégalité internationale, la supralégalité en droit international. Et règles taillot, c'est respect souveraineté, c'est respect intégrité territoriale, c'est la question de la non-ingérence, c'est la question de l'autodétermination. Pour ça règle ça aussi importante, c'est parce que à eux seuls ou à elles seules, ces règles permettent de maintenir la paix et la sécurité internationale qui constituait la véritable mission des Nations Unies. La principale mission des Nations Unies, c'est le maintien de la paix et la sécurité internationale. Maintenant, on nous finit sur un élément de fond que vous avez évoqué dans la première partie de l'émission. C'est ça ou même où elle est comme question fondamentale qui c'est crise de transition hégémonique là. Définitivement, moi je pense qu'il faut aller au-delà d'une analyse de premier degré pour nous comprendre une vraie explication, vrai motif, vrai intérêt qui est à la base de ce conflit ukrainien. Parce que faut nous pas limiter nous uniquement à l'explication réductionniste qui est l'élargissement de l'OTAN vers l'Est ou encore la tentative d'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Oui, ça me dit ça. Je voulais faire nous comprendre que par rapport à cette crise de transition hégémonique, de quoi il en est? Eh bien, il se trouve que depuis une quinzaine d'années,
et la puissance américaine a testé une dynamique de déperdition, une dynamique de déclin. Et elle rentre dans une dynamique de déclin, et parallèlement, les unités de puissance perdues par les États-Unis ne sont pas véritablement perdues parce que il y a l'autre État rivaux qui récupérait en puissance, qui gagnait en puissance. Et c'est le cas de la Chine par rapport aux États-Unis, c'est le cas pour la Russie par rapport aux États-Unis. À chaque fois où on entre dans la logique ça, eh bien, phénomène ça relève une redistribution négative de la puissance dans le système international. Et à chaque fois, nous avons observé une redistribution négative de la puissance dans le système international, ça finit toujours par des conflits, par des situations de crisalité. Pour ça? Parce que les puissances rivales qui viennent acquérir de nouvelles unités de puissance, d'accord, ils ont toujours saisi les meilleures opportunités pour être capable d'engager une dynamique de conflit, une dynamique de crisalité, pour être capable de tenter de renégocier position dans le système de l'équilibre des puissances. Donc, pays tant que la Chine, pays tant que la Russie, en dehors de questions ukrainiennes, en dehors de questions élargissement de l'OTAN vers l'Est, t'as toujours saisi une opportunité pour être capable de redéfinir position dans le statu quo de l'équilibre du système d'équilibre des puissances que nous héritons depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est dynamique ça qui à la base pour moi-même de l'explication dans la crise ukrainienne, parce que là aussi pas voulu rester dans position subalterne ça que lié depuis 1991 non, et bien il voulait renégocier position par rapport au monde occidental. Et l'Ukraine offrit la meilleure opportunité de le faire. Mais alors, pour nous comprendre plus bien, nous connaissons que bloc tout, c'est des choix de société. À un certain moment, on a parlé de bloc de l'Est, il a gagné une option qui était très claire, c'était le socialisme. Et puis, on a gagné le capitalisme qui a été dans tout monde occidental là, enfin en gros. Alors, je dis à rivalité que nous avons parlé là, qui ça qui accroché, qui élément qui fait que par exemple le discours Poutine, il y a parlé d'une suprématie occidentale qui a menacé le monde, pendant que lui-même tout, je dis à c'est le capitalisme en Russie tout. Eh bien, c'est justement ça que nous avons évoqué avant, c'est que si dans le temps et l'opposition entre le socialisme et le capitalisme, c'est à la base de l'opposition entre les deux camps, mais je veux dire, nous pas qu'à parler de ça, parce que même en Russie, ces capitalistes-là qui permettent des centaines l'émergence de milliers de nouveaux milliardaires en Russie. Ouais, après les oligarques. Les oligarques russes. Et c'est même capitalisme qui permet justement l'élargissement de la classe moyenne en Chine pour devenir justement la plus vaste classe moyenne au monde, parce que tellement ils sont composés par des gens, des citoyens qui ont accédé à la richesse. Et même si on a caché toujours derrière l'idéologie communiste, l'idéologie socialiste. Donc, ce qui fait les systèmes économiques, c'est pas le système social pas opposé et quand ça y est. Et c'est même pas une question, si on a parlé de la Russie, c'est même pas une question de civilisation. Si nous rappelons nous propositions explicative que Samuel Huntington te fait, elle dit que région ça élément fondamental qui va l'opposer c'est les questions, les différences de civilisation, ça la clash of civilization. Non, c'est même pas une question de civilisation, parce que là, on a parlé de la Russie. Et écoutez, pas une différence entre Russiens avec Européens. Donc, ce qui fait, c'est pas vraiment, et tout pays, ça a bénéficié presque de la même dynamique de modernité. Qui a pris naissance en Europe. Si bien que vous reconnaissez que je dis c'est un pays qui a une armée qui est plus moderne, deuxième puissance militaire au monde. Définitivement. Et ce qui fait que l'élément fondamental qui est capable d'opposer quand ça y est, c'est plus l'histoire de la guerre froide. Parce que l'histoire de la guerre froide, le fait qu'elle durait autant, près de 40 ans,
et si je me trompe pas, eh bien, pays ça a été un temps pour construire une identité nationale à partir justement des dynamiques, des interactions liées au conflit Est-Ouest. Donc, ce qui fait dynamique identitaire là, il toujours existé, et cette dynamique identitaire ça qui toujours opposé et les États-Unis vis-à-vis de la Russie. Mais maintenant, menace pour actionner l'arme nucléaire, c'est une menace qui sortit bon côté la Russie, moins que gagner des analyses qui a fait sous lui, il y a des gens qui kembe thèse bluff là, et puis il y a l'autre qui dit non, faut prendre très au sérieux. Qui position pas ou? Position pas, je pense qu'une fois nous prenons très au sérieux eu égard de la personnalité de Poutine qui est caractérisée par ce complexe de la performance. Je pense que Poutine rentre dans la logique jusqu'au boutisme qui fait que il est capable, et si on pousse, si l'oblige fait, eh bien, l'a utiliser l'arme nucléaire, si toutefois Poutine pas pour un coup d'État de la part des institutions militaires russes ou de l'établissement en Russie. Ça me le dit pas là. C'est que les Poutine a parlé de mettre en alerte les forces de dissuasion nucléaire. Et écoutez, ça fait du sens. Pour qui ça fait du sens? Parce que la dissuasion nucléaire, qui est un concept stratégique qui est d'application depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis que les deux camps, États-Unis et l'Union soviétique, accédaient à l'équilibre de la terreur. Depuis les deux camps, viennent posséder des capacités de destruction massive. Il a parlé pour de dissuasion nucléaire comme seule stratégie qui est opérationnelle. Mais pour mettre en œuvre la dissuasion nucléaire, ça qui est important dans le cas de dissuasion nucléaire là, c'est pas capacité pays qui possède des armes nucléaires là pour les voyer missiles à tête nucléaire, à charge nucléaire sur l'autre pays pour les anéantir. C'est pas ça qui est fondamental dans le système de dissuasion nucléaire là. Ça qui est fondamental là, c'est capacité pays ça c'est sa capacité de deuxième frappe, de seconde frappe. Ça veut dire la capacité de seconde frappe. Parce que c'est pas seul ou même qui gagne des armes nucléaires. Il y a l'autre pays qui gagne des armes nucléaires. Donc si il y a pas capacité pour utiliser, c'est pas seul ou qui a utilisé, l'autre pays qui a utilisé. Mais faut peut-être tout une capacité qui fait que même lorsque l'autre pays a utilisé le contre tout, ou même ou capacité ou réserver une capacité de seconde frappe. Et c'est dans c'est cette capacité ça la Russie gagne jeudi a. Oui, toute grande puissance nucléaire yo gagne, mais qu'on y a côté où joue une capacité de seconde frappe là, c'est la configuration, le modèle de configuration ou bien le modèle de disposition des arsenaux nucléaires. Parce que ça fait le bon capacité de seconde frappe là. Ou pas ça qui capacité de seconde frappe là si ou utiliser seulement sous territoire des sites de tir des missiles nucléaires. Parce que les sites mobiles de missiles nucléaires, ils sont capables d'identifier par satellite et puis ils détruisent à partir de missiles. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que capacité de seconde frappe, ou pas gagner des infrastructures mouvantes, mobiles, qui portent justement des armes nucléaires, tant que, par exemple, les sous-marins nucléaires, tant que les bombardiers, tant que des véhicules spécialisés qui toujours en mouvement, ou encore même des trains qui gagnent infrastructure ça yo. Donc les Poutine dit que il va mettre en alerte et dissuasion nucléaire, c'est de ça la parler. Ça veut dire mais désormais va passer l'ordre à bombarder mieux puis pas arrêter sur les pistes puis monter en l'air. Donc puis capable en mouvement, va passer l'ordre à mes sous-marins nucléaires puis pas arrêter là en port d'attache puis prend la main pour yo capable rester en mouvement de manière à ce que ces engins-là ne puissent être interceptés par les satellites. C'est ça qui sont un gros danger. Professeur Boyard, moi, je me compte que moi, plusieurs questions, mais bon, temps presque fini. Et est-ce que donc, nous capables de dire une troisième guerre mondiale possible? D'ailleurs, qu'on réponde, moi, écoute. Moi, je pense que les risques sont là. Minimiser les risques là, moi, je ne peux pas comprendre comment faire ou capable d'accepter le fait que un pays, une puissance nucléaire, c'est-à-dire une puissance qui possède des armes nucléaires et qui dit dans le discours de manière non voilée que l'est prête à utiliser l'arme nucléaire,
et puis pour dire que le risque n'existe pas. Sans oublier que n'a parlé de Poutine qui gon personnalité, ça nous connaît. Alors, bien content qu'on retourne sous question ça, parce que je dis plusieurs fois, des besoins que ou étaient un peu plus, parce que quand même, Poutine, c'est président d'un grand pays que lié, et plusieurs fois, on va parler de lui, tant qu'on juste un dictateur, tant qu'on comme Simdakadou, son pays qui l'en met moun n'en fait salver. Est-ce que c'est vrai, pas gagner un système russe qui a fonctionné? Écoutez, oui, effectivement, bon système russe, mais qu'on y a là, qui influence le système russe là dans la gouvernance politique, ça c'est autre chose. Parce que Pabli n'a parlé, même s'il n'a parlé d'un système russe constitué par l'établissement et par un ensemble d'institutions, par un ensemble d'autres acteurs, mais l'exercice du pouvoir russe est fait de manière personnelle par Poutine. Donc, ce qui fait que élément ça ou supposé tenu compte de lui, l'analyse et ou a fait des comportements de l'État russe. Donc la personnalité de Poutine doit être fondamentale dans votre analyse, ce qui ne serait pas forcément le cas si on fait une analyse sur les États-Unis de Joe Biden. Parce qu'on connaît que Joe Biden lui-même il rentre dans le système, il est obligé de prendre forme système, non, il n'est pas capable d'exercer son pouvoir personnel parce que il y a toute une institution ou encore un ensemble d'institutions démocratiques qui prend charge de ça. C'est ça qui fait que un pays qui est dirigé par un régime de démocratie, il a moins chance pour lui rentrer dans la guerre à face à un autre pays et qui est dirigé par un régime de pouvoir personnel. En deux mots, professeur Boyard, est-ce que il est possible pour nous imaginer un monde multipolaire en paix, sans guerre froide? Sans une guerre froide, un monde multipolaire, c'est possible, mais il y a toujours des pôles de puissance qui sont beaucoup plus dominants que d'autres. Donc, là, on a parlé de système multipolaire, là, c'est un système côté qui a plusieurs pôles de puissance. Mais nous actuellement, nous vivons un système de multipolaire. Nous sommes dans la multipolarité, parce qu'il y a plusieurs pôles de puissance. Nous parlons de bipolarité encore, et que nous avons assisté depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, États-Unis, Union soviétique, côté même pays européens, tu es obligé d'aligner sur la politique étrangère et la politique de défense américaine. Nous avons logique de multipolarité, quoique avant nous atteindre multipolarité, nous avons une parenthèse historique de 10 ans ou de 7 ans, l'on logique d'unipolarité. C'est tout de suite après l'effondrement du bloc de l'Est, donc de l'Union soviétique, eh bien la seule superpuissance qui existait, c'était les États-Unis, mais les États-Unis ont eu le tort à l'époque de n'avoir pas affiché ce qu'on appelle une retenue stratégique. Parce que les États-Unis héritaient de cette position de hyperpuissance, de seule superpuissance, mais à partir de là, les États-Unis se sont permis d'agir n'importe comment de manière unilatérale, ce qui va affecter les intérêts et l'image des anciens alliés des États-Unis, qui fait qu'on s'est de alliés par le train distancié, donc pour la France, et je dis à après que même le Brésil sorti pour le plus appuyer la Russie par rapport aux États-Unis. Donc, c'est ce désalignement lié à ce manque de retenue stratégique des Américains pendant les premières années post-guerre froide qui va créer cette dynamique qui va bailler naissance à la multipolarité, au système multipolaire. Est-ce qu'on reconnaît, professeur Boyard, que tout ça n'a pas dit à là, il faut que nous quand même mettions plusieurs points d'interrogation là-dedans, dans la mesure où nous par contre si nous avons une bonne information, puisque il paraît, et c'est ça que nous avons observé, qu'on sorte de guerre de communication qu'a fait, bon côté la Russie, bon côté l'Europe, bon côté l'Ukraine, etc. Parfois, par contre, on a qui gens pour arriver trier qui bonne information qui gagne, ou on gens qui ont approché question qui permettent ou assurer de l'information à utiliser. Écoutez, par exemple, on n'a pas parlé de la personnalité de Poutine, nous pas parlé de la personnalité de Poutine à partir de ce contexte d'entrée en guerre, de ce contexte de guerre ukrainien. Et on n'a pas parlé de la personnalité de Poutine caractérisée par ce complexe de la performance. Les nous a mis ensemble un ensemble d'éléments d'histoire liés à l'évolution liée à Poutine lorsque Poutine accédait au pouvoir au Kremlin.
Poutine t'est toujours affiché le comme ça, dans tout discours, dans tout comportement, dans toute décision l'y adopté, ou est que Poutine voulait montrer que l'Israélien mal viril. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que sous base et antécédent historique ça y est, ou capable de caractériser la personnalité de Poutine que son monde qui capable prêt à tout. Ouais. Et maintenant, en quelques mots tout, Haïti pas qu'à faire manger sous ça, qui conséquences pour pays noir? Et conséquences là, ça d'abord conséquences économiques, dans le sens que vous imaginez que si guerre là il est généralisé seulement en Europe, même si c'est limité en Europe, mais à bien et l'autre océan cap concerné, parce que guerre là fait seulement sous territoire terrestre là, écoutez, si généralisé assurément et pral gen des manœuvres navales qui va le faire dans l'océan Indien, pas seulement dans la mer Noire mais également dans l'océan Indien, et là ne parle de l'océan Indien, donc bon, dans le Pacifique, donc ce qui fait que ça le détroit d'Ormuz capable affecté, alors qu'on connaît que c'est dans le Golfe, ok, que des pays occidentaux et notamment les États-Unis eux-mêmes, ils ont approvisionné en pétrole, ce qui fait que pral gen une sorte de rareté et de pénurie de carburant, parce que soit plus de 60% du pétrole américain, c'est à partir de cette région-là, et si l'Iran fouille bouche là-dedans, en faveur de la Russie, donc l'Iran a tout tendance pour lui et compliquer la tâche pour fermer le détroit de Dormoz pour empêcher l'approvisionnement de pétrole. Donc, ce qui fait que Haïti pral souffrir de pénurie ça, qui pral créer augmentation ça, sans compter que si communauté haïtienne nous gagne dans la zone ça, il a souffert du point de vue économique, parce que les sanctions économiques n'a pas empêché proche en Haïti, aux États-Unis ou au Canada vouer l'argent pour eux, parce que le système Western Union n'a pas qu'à travailler encore. Donc, il y aura une situation d'inconfort du point de vue financier. Et puis, crise politique, nous, en tout, bon, on ne va pas observer là encore pratiquement, non? Non, mais c'est ça me garde du tout. Ce qui fait, heureusement, il y a 2 semaines, nous avons assisté à une convention, une conférence internationale des bailleurs de fonds. Et si crise a été éclatée avant, nous pas taper une conférence à côté de proposer puis de financer le développement ou la reconstruction du Grand Sud. Donc, ce qui fait que question Haïti est extrêmement secondaire par rapport à des pays européens qui risquaient subir des crises humanitaires. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, c'était James Boyard, enseignant, chercheur dans relations internationales. Il écrit en 2020, m'a rappelé nous ça, un livre qui relaie les grands débats et défis du nouveau système international. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans le micro, c'est Godson Pierre. Na ouais, semaine prochaine. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Woy, maman. Alter Radio, l'idée fouée dans affaire radio. C'est Tico qui dit ça.